Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Joseph Khoury, franco-libanais établi en Roumanie depuis 2016. Entrepreneur, il gère le projet de développement de l'école Cambridge School of Bucharest à Bucarest. Donc, précédemment, Joseph Khoury a occupé diverses fonctions au sein du groupe Air Liquide, notamment comme directeur des installations et services médicaux d'Air Liquide Santé France et directeur général de filiales en Algérie, en Syrie et en Arabie Saoudite. À ce titre, il a été nommé conseiller du commerce extérieur français de 2010 à 2016. Joseph Khoury, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'être au micro du Micro du Soir. Alors, comment se porte la Cambridge School of Bucharest, les écoles de langue internationales, non pas les écoles de langue, excusez-moi, les écoles internationales comme la vôtre sont nombreuses, enfin sont relativement nombreuses à la capitale. Je suppose que la concurrence est rude. Comment l'abordez-vous ? Oui, donc la Cambridge School se porte bien, très bien. Nous sommes dans une ville où il y a beaucoup d'écoles internationales, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Vous avez combien d'élèves? Pardon, excusez-moi. Nous avons un peu plus que 1100 élèves. D'accord. De 3 ans jusqu'à 18 ans. Voilà, donc c'est la maternelle, primaire, collège, lycée. Et la concurrence, globalement, elle est saine et constructive en fait. Elle nous motive à toujours aller de l'avant, être plus innovant, plus à l'écoute des familles et des élèves. Et puis chaque établissement propose quelque chose de différent. Vous êtes très, je dirais, ancré dans le système d'éducation britannique, ce qui est... Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Nous offrons, bien sûr, on va parler des accréditations peut-être. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est britannique, mais nous offrons aussi quelques particularités, notamment au niveau des langues, au niveau des activités artistiques et sportives. Voilà. Et puis surtout, ce que je voulais signaler, c'est que nous avons aussi une collaboration avec les autres écoles internationales, notamment des réunions de coordination parfois, des débats, des compétitions, du sport. Voilà, donc il y a beaucoup de collaboration. Avec et c'est le lycée une concurrence. français Anna de Noailles également, je suppose. Aussi, ouais. aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des compétitions de football, de basketball, de volleyball. Voilà, il y a des débats organisés par, enfin, les débats de la MUN. De là, pardon. Les Nations Unies. Ah oui, d'accord. Model United Nations. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, il y a beaucoup de collaboration et c'est une compétition saine, je dirais. D'accord, d'accord. Alors, qui est derrière cette école? À qui appartient-elle? Et autre question, comment ça se passe en termes d'accréditation et comment vous êtes lié au système éducatif britannique? Oui. Donc derrière l'école, les partenaires de l'école nous sommes 3. J'en fais partie. Et mes 2 autres partenaires sont les fondateurs du groupe pharmaceutique MediPlus et de la chaîne de pharmacie Sensiblue, qui a été vendue par la suite en 2018, mais qui sont là depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc oui, c'est une école privée. Comment nous sommes liés au système britannique? Nous sommes depuis à peu près 20 ans une école accréditée par le système d'examination Cambridge. Voilà. Et puis, depuis 2017, nous avons l'accréditation BSO. BSO, c'est-à-dire British School Overseas. Donc, nous sommes inspectés par des organismes d'inspection anglais, purement britanniques, qui inspectent les écoles en Angleterre. Des organismes qui sont publics, qui sont liés à l'État. Qui sont liés à l'État, au ministère de l'Éducation, mais qui ne sont pas publics. D'accord. Au Royaume-Uni, l'État ou le ministère de l'Éducation a confié
voilà. D'accord, les inspections à des institutions privées. La nôtre, par exemple, elle est très sérieuse et très connue, qui s'appelle ISI, Independent Schools Inspectorate. Voilà. Et puis, au même titre aussi, les examens officiels sont préparés, en France, ils sont préparés par le ministère de l'Éducation, le bac. Et en Angleterre, c'est plutôt des institutions privées. La nôtre étant la fameuse Cambridge University ou le Cambridge Assessment. Voilà. Qui prépare donc pour les A-Levels, par exemple, qui est l'équivalent du baccalauréat. Voilà. Les IGCSE pour l'équivalent de la seconde, les AS-Level, l'équivalent de la première, et les A-Level, l'équivalent de la terminale. D'accord. Exact. D'accord. Voilà. Et qui sont vos élèves et où vont-ils étudier après avoir terminé votre école? Si vous pouviez un petit peu les catégoriser. Oui. Juste, je reviens sur l'accréditation avant de passer à la question suivante. Nous avons, depuis l'année passée, nous avons été aussi accrédités par ce qu'on appelle l'IB, International Baccalaureate. Donc, depuis l'année passée, on offre pour les élèves du lycée l'option de choisir entre le A-Level ou le IB. Donc, ils peuvent avoir l'une ou l'autre des... Mais le baccalauréat qui est en anglais ou en français? Non, c'est aussi en anglais. Ah, aussi en anglais, hein, d'accord. L'IB. L'IB a été créé notamment à la base pour les enfants des diplomates dans le monde, pour qu'ils aient un système d'équivalence. D'accord. Et puis maintenant, il y a de plus en plus d'écoles qui l'offrent. Donc nous offrons les deux. Le A-Level et le IB. Il y a beaucoup de choses qui sont en commun entre les deux, voilà, dans l'enseignement, mais ça reste une accréditation qui est séparée, qui est difficile aussi. D'accord. Voilà. Ouais. Maintenant, pour les élèves, nos élèves sont à majorité roumains. Nous avons... La majorité, c'est-à-dire 70%? Oui, en gros, c'est ça. D'accord. 70-30. Ça varie. Ça peut être 75-25, 65-35. Et parfois, il y a des binationaux. Donc, ça dépend si on compte un roumain canadien ou comme roumain. Voilà. Donc, mais grosso modo, c'est ça. Qui cherche à avoir une éducation à fort caractère britannique. Voilà. Avec l'ambition, donc je suppose, d'envoyer leurs enfants dans une université britannique, voire aussi aux États-Unis. Oui. Non, mais plutôt en anglais. Nous avons des élèves qui font des études dans les universités en Roumanie. Notamment, on a des élèves qui vont à l'AC, à Carole Davila pour la médecine, à Polytechnica, et à d'autres aussi formations. Mais nos élèves vont beaucoup. Majoritairement. Ensuite, ils partent du pays. En Angleterre. Quelques-uns, pas beaucoup, aux États-Unis. Beaucoup actuellement, depuis le Brexit, en Hollande, en Italie, en Espagne, un peu moins en Allemagne, et très peu en France. On a eu parfois des élèves aller en France aussi. Notamment, il y a 2-3 ans, il y a une élève qui a été à l'ESSEC. Voilà, en préparant cet entretien, vous m'avez dit que vous aviez des élèves qui étaient rentrés dans les grandes écoles de France. Ouais. Oui, voilà. Donc, voilà, c'est ça le profil. Tout le monde est le bienvenu. Bien sûr, il y a des frais à honorer, des frais, donc tout le monde ne peut pas se les offrir. On essaye de rendre cela aussi possible enfin, aussi accessible que possible. Mais voilà. Donc, c'est une école privée, ça reste. Et comment ça se passe avec... parce que si je ne me trompe pas, le A-Levels, les A-Levels, ou je ne sais pas en ce qui concerne le baccalauréat international, mais les A-Levels, ce n'est pas une question de passer les A-Levels ou de les rater, c'est une question de grade. Hein. On a A, B, C, A, B, C ou D. Enfin non, D, je crois que c'est ne pas réussir. Mais... parce que, par exemple, si je prends le lycée français Anna Denoy à Bucarest, ils veulent avoir un pourcentage d'élèves ayant réussi le bac, voire le bac avec mention, le plus élevé possible. Vous, est-ce que c'est aussi un objectif que, étant donné que les A-Levels, tous les élèves vont les avoir, mais c'est
voilà, avoir le plus d'élèves qui vont obtenir des A, des B. Est-ce que pour vous, ça c'est ça votre... Oui, c'est important. C'est important. En fait, on peut échouer. C'est la qualification F, comme fail. Ah, d'accord. Voilà. Il y a A, B, C, D, E, Et F. vous en avez des élèves qui... Non, globalement non. Globalement non. Ça peut arriver, parfois sur une matière. Mais Donc vous avez oui, 100% de réussite, disons. on a 100% de réussite au IGCSE. Je n'ai pas les chiffres en tête, Mhm. mais on a parfois 99 points quelque Bon, chose. d'accord, ouais. Voilà. Donc l'important c'est ça, c'est d'avoir Oui. en fait, ce qui est voilà, ce qui est crucial chez vous, je suppose, c'est d'avoir des élèves qui vont rentrer dans de très belles universités Oui. anglaises. Ça pour vous c'est un gage de crédibilité. Oui, Hein, oui, c'est tout à ça, fait, hein, tout à surtout, fait, hein. tout à fait, tout à fait. Donc, oui, il y a ce qu'on appelle les A étoiles, les A stars, puis A, B, et souvent on affiche publiquement. Ensuite, quels sont les résultats? On dit, voilà, je donne un exemple, 40% de nos élèves ont obtenu A étoile et A star. 80 ont obtenu B et star. Et puis 97 ont obtenu C et star. Et pratiquement, oui, c'est le système utilisé par les élèves, par les écoles pour se mesurer. Voilà. Et on a un très bon score. Un très bon score et quelques-uns, je suppose, qui font peut-être ce qu'on appelle Oxford ou Cambridge Oui, cette année, nous avons... ou le King's College à Londres. Oui, tout à fait. On a même une offre cette année, une interview avec MIT aux États-Unis. 4 ou 5 Oxbridge. On a des élèves qui ont déjà reçu leur offre en Italie de l'école Bocconi. Qui est une très belle école. Qui est une très belle école. De commerce, hein, je crois. De commerce. Ouais, il y a le droit aussi. Voilà. Et il y a un tas d'autres universités aussi. Très bien cotées. Très bien cotées qui font des offres. Donc oui, dans le système anglais aussi, et je pense français aussi, souvent on essaie de mesurer le nombre d'élèves qui ont eu accès à leur premier choix aussi. Parce qu'ils mettent, pareil comme dans Parcoursup, que je ne maîtrise pas complètement, mais il y a plusieurs choix. Et souvent, on est content quand nos élèves réussissent à décrocher le premier choix. Et est-ce que vous allez même un petit peu plus loin? C'est-à-dire qu'après avoir fait des études, après avoir suivi votre école, puis fait des études, les élèves auront commencé une belle carrière dans un grand groupe ou autre. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous essayez de valoriser ou après l'université, ça ne compte plus trop, c'est pas quelque chose que vous regardez? Est-ce que vous gardez le lien précisément parce que c'est un retour sur investissement aussi pour vous? Oui, on essaie de garder le lien, surtout pour élargir la communauté et pour donner un sens de communauté, voilà, de plus en plus... il y a un club des anciens élèves? Il y a l'alumni. Voilà. C'est pas facile à maintenir parce que nous avons beaucoup d'élèves qui ne sont plus en Roumanie. Donc on essaye de bouche à oreille parfois de savoir où est notre communauté dans le monde professionnel. De temps en temps, on les invite à l'école. On a l'intention, dès qu'on aura fini de construire le club, ce qu'on appelle le club qui comporte une piscine, un théâtre, etc., un club, de peut-être leur donner accès aussi. On est en train de voir comment... Sur votre campus. Sur notre campus, pour les faire venir davantage. Mais oui, il y a de temps en temps des réunions, on essaie de les suivre autant que possible. Ça n'est pas facile. Je me suis rendu compte, je me rends compte, Joseph Coury, que je ne vous ai pas demandé quand est-ce que l'école avait été créée, tout simplement. Oui. Qui était au départ d'ailleurs sur le boulevard, sur Dorobans, non? Sur Dorobans, hein, exact. C'est ça. Exact. L'école a 30 ans cette année. 30 on ans célèbre ça. Et vous avez déménagé à votre nouveau campus il y a 2-3 ans? C'est la 5e année. Ah, 5e année déjà. Ouais, en 2020. Et d'ailleurs, vous êtes où exactement? C'est encore une question oui, que... nous sommes à Pipera, sur l'une des avenues principales qui est Janko Nicolae, en face d'un centre qui s'appelle Joliville. Et le campus, c'est un grand campus. Il fait à peu près un peu moins que 6 hectares. Et il s'étend de Janko Nicolae jusqu'à la forêt de Beneassa. D'accord. Voilà. Donc,
J'en profite pour dire qu'on a construit un campus avec des architectes internationaux connus. Nous avons confié un peu les extérieurs à des paysagistes assez connus aussi. Nous avons planté jusqu'à présent sur notre campus 1100 arbres. Voilà, comme disent nos paysagistes, nous avons essayé d'inviter la forêt dans notre campus. Voilà, les arbres, ils ont 5 ans, 7 ans, 8 ans. Je pense que d'ici quelques années, quand ils vont bien pousser, ça va être très beau. On a aussi mis beaucoup l'accent sur tout ce qui est isolation thermique, phonique. Nous avons aussi sur l'un des bâtiments principaux, nous avons mis une ferme de panneaux solaires. Un tiers de l'énergie consommée sur notre campus est générée sur le campus par nos panneaux solaires. Voilà, donc on a essayé de mettre l'accent sur cet aspect-là. C'est également quelque chose dont vous parlez avec les élèves. Est-ce que vous essayez de façon générale de les sensibiliser à ça, à l'économie d'énergie? Est-ce qu'ils sont bien conscients qu'ils sont dans un campus qui fait attention à ce genre de choses? Je pense on l'affiche assez. Ouais, vous l'affichez, Il y a par exemple à l'entrée et puis dans le hall du lycée en haut, on a un grand panneau qui indique instantanément combien de kilowatts d'électricité nous générons sur campus, combien de tonnes de CO2 nous avons économisé, disons, à la planète. Donc ça affiche ça en permanence. Donc ça, c'en est un. Il y a un club aussi écologique. On fait des activités aussi liées à cela. Voilà, parfois des campagnes de nettoyage dans la forêt qui est juste à côté. Donc des messages qui sont envoyés pour ne pas mettre la clim ou le chauffage en marche et d'ouvrir les fenêtres, d'éteindre en sortant. Donc oui, on envoie ces messages et il y a des activités autour. Est-ce que tout le monde est sensible à ça? Je pense, on essaye, voilà. Mais on fait de notre mieux là-dessus. Et comment ça se passe avec les parents? J'ai entendu dire que parfois ça pouvait être compliqué, que les parents dans ce genre d'école privée peuvent être exigeants, avoir des demandes qui sont un petit peu difficiles à remplir. Vous, quelle est votre approche et quelle est votre expérience par rapport à ça? Nous ne faisons pas exception, oui. Les parents nous confient ce qu'ils ont de plus précieux. Voilà. En plus, ils payent des frais de scolarité. Donc, forcément, ils sont exigeants. Maintenant, il y a parfois des parents qui sont, je dirais, surexigeants, qui sont un peu anxieux. Et nous essayons de leur expliquer. Nous avons, par exemple, nous organisons régulièrement des conférences à l'attention des parents avec notre psychologue, avec... vous avez un psychologue dédié sur le campus? Dédié. Qui dédié pour les élèves. Pour les élèves. Voilà, qui ont envie de discuter, un counselor on l'appelle, qui ont envie de discuter, qui ont parfois des soucis. L'adolescence n'est pas facile. Donc ils ont un espace de liberté où ils peuvent discuter en toute confiance avec quelqu'un qui connaît bien le monde des élèves et qui essaye de répondre au mieux et de les accompagner au mieux. Donc c'est quelque part comme dans le système français, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, mais le conseiller d'éducation. Mais là, c'est plus qu'un conseiller d'éducation, vous l'appelez counselor, mais c'est un psychologue. C'est vraiment tout à fait. Lié à des... Qui a les qualifications du psychologue, bien sûr. Il y a des conseillers d'éducation, mais là, eux, ils orientent plutôt les élèves sur les études, sur les universités. Là, les élèves savent qu'il s'agit de quelqu'un avec qui ils peuvent parler. C'est un espace de totale confiance et liberté. Vous avez beaucoup d'élèves qui... Je ne saurais pas vous dire. Il y a ceux qui je ne saurais pas vous dire. Je ne connais pas les chiffres. Je pense, oui, que... En tout cas, c'est un travail à temps plein. Oui, à temps plein, et la counselor est bien occupée. Ouais. Et donc, cette counselor... Pardon, excusez-moi, je vous coupe. Et est-ce que cette counselor s'occupe aussi des enseignants? Ou... ça pourrait.
Oui. C'est éventuellement ouvert aux enseignants également. Éventuellement ouvert aux enseignants. Parce qu'on a parfois des enseignants, on a beaucoup d'enseignants qui viennent de l'étranger, notamment anglais, britanniques. Et c'est une majorité C'est une majorité, oui. D'anglais. Oui. Vous avez une majorité. Une majorité d'anglais. Et les autres sont... On a quelques Américains, Africains du Sud, par exemple en mathématiques, on a des profs roumains, grecs, libanais. Ouais. Mais pour tout ce qui est des matières, disons, littéraires, de sciences sociales, ce sont des enseignants de langue maternelle, anglaise. Quoi, oui. Par exemple, on enseigne le français chez nous, comme une seconde langue, et on a 2 enseignants qui sont français. D'accord. Ouais. Voilà. Nous enseignons d'autres langues. On est très développé sur les langues aussi. Voilà. Donc, pour revenir aux parents, d'abord, on fait ces conférences. Ensuite, il y a un délégué parental élu par classe d'âge, par classe. Et ces délégués, nous les consultons sur un certain nombre de sujets. Donc, ça permet aux parents d'être au courant et d'être consultés. Ensuite, on organise par catégorie d'âge aussi, l'école, la directrice et son équipe, ce qu'on appelle les coffee mornings. Donc, le matin, les parents viennent autour d'un café, de quelques biscuits, discuter, rencontrer les professeurs, rencontrer la direction, discuter. Voilà. Et puis ensuite, il y a les cas par cas. Et là, on a des responsables par niveau. Et donc, c'est eux qui sont en contact permanent avec les parents qui le souhaitent. Et les cas ultimes arrivent jusqu'à la directrice de l'école. Voilà. Donc oui, il y a de la demande, il y a beaucoup de demandes, il faut beaucoup de disponibilité, mais nous offrons cette disponibilité. Nous la donnons et généralement, les parents se montrent, voilà, ils sont compréhensifs et quand on leur explique, quand on répond à leurs questions, parfois à leurs anxiétés, globalement, ça se passe très bien. Ouais. Alors, Joseph Khoury, maintenant j'ai une question qui personnellement m'intéresse particulièrement. Vous êtes dans un domaine qui évolue beaucoup, notamment avec l'intégration des nouvelles technologies. Et récemment, il s'est passé des choses intéressantes à ce niveau-là. Je pense à l'Australie qui, si je ne me trompe pas, a interdit l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes jusqu'à l'âge de 16 ans. Il y a l'exemple aussi des pays nordiques qui interdisent le smartphone dans les écoles et je crois que c'est le cas aussi. Nous avions ici interviewé le proviseur du lycée français qui nous avait dit que les smartphones étaient interdits au sein de son établissement. Vous, quelle est votre politique par rapport au smartphone et aux nouvelles technologies de façon générale? Oui. Les smartphones, oui, pareil. Ils sont interdits à l'école. Maintenant, les élèves peuvent les avoir dans leur cartable scolaire et quand ils sortent, les utiliser. Mais sinon, il est interdit de consulter son smartphone, même ceux qui, pour les 17 ans, 18 ans, d'accord. Oui. Donc on peut pas avoir, et je suppose que ça vaut pour les enseignants aussi. Ils peuvent, ou alors... Non. Mais ils les consultent pas comme ça en classe. Non. Ils ont leur bureau, en tout cas, leur salle de classe, prof. c'est interdit. Et en cours de récréation, c'est également, on ne peut pas sortir son téléphone. Oui, non. Vous avez alors ce qu'on appelle en France des pions, mais je sais pas si c'est... Des surveillants. Des surveillants, voilà, oui, pardon. Mais leur rôle n'est pas seulement de surveiller, de policer les élèves, non. Leur rôle, ils organisent des jeux avec eux parfois, ils animent, c'est des animateurs. D'accord. Et ils regardent la discipline, forcément. D'accord. Il y a un standard qu'on applique, qui est qu'on ne peut pas laisser un élève seul sans surveillance. D'accord. Il faut qu'il y ait tout le temps un adulte quelque part autour. Voilà. Donc on l'applique. Maintenant, pour la technologie, nous sommes très conscients que nous vivons dans un monde où la technologie est partout. Et donc, nous n'essayons pas de la bloquer du tout, au contraire. Nous la développons, mais nous essayons de la développer de manière responsable. Que les élèves et les parents, parfois, sachent l'utiliser. Notre école est très connectée, très axée sur la technologie.
Nous avons plusieurs labos d'informatique. Nous avons organisé l'année passée, ça a été un succès et nous l'organisons le 15 février cette année, tout un atelier, toute une conférence sur une journée entière, un samedi, sur l'intelligence artificielle. Et il y aura le matin des formations, des conférences et l'après-midi des ateliers. Il y a des gens très connus dans le monde de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation qui viendront. Voilà, c'est consultable sur notre site, mais des gens très connus dans le monde, mondialement, qui viennent. Et c'est déjà pratiquement carton plein. Voilà, donc tout ça, c'est pour dire qu'on ne va pas aller à l'encontre de l'intelligence artificielle et des développements qui sont là, mais par contre, les embrasser au mieux. Oui. Voilà. Et équiper équiper et former nos élèves pour y faire face, ou en faire un allié plutôt que voilà. Ouais, les outils numériques peuvent être des outils didactiques tout à fait positifs. L'intention, je suppose votre intention, c'est de bien enseigner comment utiliser tous ces outils. Je vais aller un petit peu plus loin dans cette question. Certains experts, je pense notamment à, peut-être que vous le connaissez, Sir Ken Robinson, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années, et qui était un expert en éducation. Je crois que sa conférence sur le réseau TED est l'une des plus vues dans le monde. Il y a des millions de vues. C'est un homme très attachant et qui parlait très bien donc du système éducatif, c'était sa spécialité. Et il disait que l'école actuelle tue la créativité des enfants, ça je le paraphrase, qu'elle est trop orientée pour et par les besoins de l'économie. Et il faudrait quelque part un peu révolutionner tout ça et laisser davantage libre cours à la créativité des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, en effet, il nous a quittés en 2020. Et donc vous voyez de qui je oui, je bien parle. sûr, bien sûr. Et il a beaucoup parlé de la créativité, de l'individualité de l'enseignement, des arts, l'enseignement des arts. Donc, pour répondre à votre question, je suis d'accord en partie, mais pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, il y a les impératifs de la vie, forcément, de par la société, de par l'héritage et de par les impératifs. Donc, il faut aller vers très souvent, les choix sont faits pour aller vers des métiers qui sont, je dirais, entre guillemets, ceux qui produisent les besoins immédiats. Notamment la médecine, les études d'ingénieur, forcément, passent très souvent, ou de droit, ou d'économie, ou de marketing, devant peut-être les métiers de l'art. Donc ça, c'est sûr. C'est une évidence. La deuxième chose aussi, c'est que il y a, je ne sais pas si on peut parler du dictat ou la loi de la masse. Bien sûr, il y a un grand nombre, et dans une école, on fait pas du homeschooling, on fait pas on n'étudie pas, c'est pas des cours particuliers, c'est des cours en grand nombre. Donc forcément, il y a un flux parfois. Il y a des lignes directrices. Il y a des lignes directrices et il faut les suivre. Ceci dit, pourquoi je ne suis pas non plus tout à fait d'accord? Parce que pour notre école et pour un certain nombre d'écoles que je connais, peut-être pas toutes, mais un certain nombre, on encourage beaucoup le côté créatif, le côté critique, la pensée critique, beaucoup. Le droit à l'erreur des enfants, ça on l'encourage aussi. Qu'ils avancent, qu'ils se prononcent, qu'ils créent, qu'ils débattent, qu'ils fassent des erreurs. Dans notre école, on a l'art dramatique, on enseigne la peinture, le chant, la couture, la cuisine, et la plupart de ces clubs, voire la totalité, sauf un ou deux, ils sont pas payants, ils sont gratuits. Il y a un club d'architecture, il y a un intervenant externe qui vient pour aider aussi à créer, et ça c'est payant, mais le reste c'est offert, c'est par le personnel et par des gens qui sont spécialisés, et ça encourage beaucoup. On a une bande qui joue, qui chante, qui participe à des compétitions, beaucoup de sport,
Nos élèves font des compétitions partout. On a un coach qui n'est pas un prof de sport, qui est un coach dédié à former les élèves pour aller faire des compétitions. Donc tout ça, ça aiguise la créativité. Nous avons, par exemple, dans l'architecture de l'école, notamment dans le bâtiment qu'on a construit, un des bâtiments récemment qui s'appelle le cloud, le nuage, et dans le lycée au dernier étage, il y a de très grands espaces communs. Donc les élèves travaillent en commun, en dehors des classes, créent, ils ont un accès direct à leurs professeurs, un accès très simple. Et ça, c'est bien spécifique au système britannique, hein, l'accès facile, et ça, que ce soit dans le secondaire comme dans les études supérieures. Ça, je pense que c'est une belle différence entre le système français notamment et l'accès facile aux enseignants. Alors, je parle avec beaucoup de prudence parce que ça fait un petit moment que j'ai terminé mais en tout cas, c'est une différence qui, à l'époque, était assez vive, on va dire. Elle l'est toujours. Et chez nous, on la met beaucoup en accent. C'est comme ça. Les salles et l'architecture à l'intérieur, elle est organisée autour de ça. Donc le monde, donc on donne beaucoup d'espace à la créativité, à l'art. Nous avons une élève brillante qui a été, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas, le temps passe vite, acceptée dans une des universités américaines connues de l'Ivy League pour faire des études de creative writing. En fait, de psychologie et de creative writing. C'est fameux, c'est super. De quelle nationalité? Roumaine. Roumaine? Oui. Oui. Et donc, elle est revenue ensuite aussi discuter et parler avec aux élèves, aux enfants. Donc, il faut pas, à mon avis, il faut pas mettre un cliché rigide. Il y a il y a beaucoup d'ouverture que beaucoup d'élèves, notamment la nôtre, que beaucoup d'écoles, notamment la nôtre, offrent aussi dans ce sens. Très bien. Alors, Joseph Coury, on va terminer. J'aimerais qu'on termine par vous. C'est-à-dire que je mentionnais en introduction que vous avez une expérience auparavant dans des grandes multinationales. Aujourd'hui, le fait de travailler pour la Cambridge School of Bucharest, donc dans l'éducation, dans le développement des jeunes, qu'est-ce que ça vous apporte à vous au niveau plus que professionnel, personnel? Est-ce que quelque part c'est quelque chose dont vous ne pourriez plus vous détacher si on vous proposait demain un superbe poste chez Air Liquide, par exemple? Est-ce que vous le prendriez ou désormais vous êtes trop attaché à l'éducation et au développement des jeunes? La réponse, c'est un oui ferme. Parce que j'ai eu par ailleurs des propositions extrêmement alléchantes et que j'ai même pas considérées parce que j'ai eu la chance de passer 20 ans dans le monde, comment on appelle ça, des entreprises, corporate, super, très belle entreprise, Air Liquide. Mais là, ça fait quelques années, et je suis de formation ingénieur, donc j'ai pas une formation d'éducateur, et de toute façon, il y a toute une équipe, il y a une directrice d'école avec un deputy director, un directeur adjoint, et toute une équipe qui gère très bien tout ça et qui est formée en permanence. Moi, je suis un peu plus en retrait. Et c'est vrai que dans la gestion de l'école, il y a beaucoup d'aspects qui sont similaires à la gestion d'une entreprise industrielle ou une entreprise de service, notamment dans les finances, notamment dans la stratégie, parfois dans le marketing, les ressources humaines. Il y a un tas d'aspects. Donc ça, c'est clair. Donc mon expérience des entreprises m'a beaucoup aidé dans tout ça. Mais ce qui est quand même exceptionnel dans une école, et c'est pour ça que j'ai dit un non ferme, c'est que dans toute institution, il y a des objectifs. D'accord? Un tas d'objectifs. Et il y a un objectif principal dans une école qui n'est pas présent dans les entreprises, qui est celui que quand on souhaite mesurer la réussite, l'objectif lié à la réussite, c'est extrêmement lié à l'enseignement ou à la formation des
des jeunes. Des jeunes. Voilà, donc on peut mesurer si nous avons réussi ou pas par le degré de transmission ou la réussite et le degré de réussite de nos élèves dans la vie. C'est très gratifiant. Voilà, c'est extrêmement gratifiant. Il y a cet aspect humain, cet aspect de don, cet aspect d'engagement qui est inégalable. Voilà, donc oui, je suis très content et je continue mon apprentissage aussi beaucoup et c'est très très appréciable. Et je pense que la plupart des personnes qui travaillent dans l'éducation, qu'elles soient de formation initialement ou pas, comme moi je pense que j'ai eu la chance de rentrer dans ce domaine plus tard et je l'apprécie beaucoup. Parfait, merci beaucoup Joseph Khoury d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir et bonne continuation avec la Cambridge School of Bucharest. Merci. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Comme d'habitude, évidemment, nous vous souhaitons un excellent week-end. Week-end Plakout. Au revoir.